Petite V, regarde la montagne en face. Elle semble banale, pourtant ce n'est pas une montagne ordinaire. À l'intérieur, on a construit un immense palais souterrain. Aujourd'hui, je t'y emmène. Allons-y. Waouh, un palais souterrain? La centrale hydroélectrique de Baihetan se situe au fin fond d'une vallée de montagne. Elle est différente du projet des Trois Gorges, où le cours d'eau est assez large et les installations disposées derrière le barrage. Mais ici, c'est très montagneux. Nos installations hydroélectriques sont dans chacun des deux flancs du canyon qui ont été creusés. Le complexe souterrain de Baihetan est le plus grand du genre au monde. L'excavation totalise plus de 100 millions de mètres cubes. Si on empilait le tout sur 1 mètre carré, cela ferait une distance de 2,5 fois le tour de la Terre. Les souterrains s'étendent sur une longueur totale de 217 km. Waouh, qu'est-ce que c'est? On dirait un trou sans fond. Oui, il s'agit de la plus grande chambre d'équilibre au monde. Sa superficie est le double de celle de la salle dorée de Vienne. Sa hauteur varie de 100 à 120 mètres, soit environ 33 étages. Lorsqu'on creusait et qu'on coulait du béton, il ne fallait pas que le moindre caillou ne tombe. En effet, chuter d'une telle hauteur lui aurait donné la force d'une balle de fusil. Construire le plus grand complexe souterrain du monde à Baihetan implique de relever des défis de classe mondiale. Prenez ce basalte dur et cassant par exemple. Après excavation, il est particulièrement sujet au délitement, à la déformation et à la fissuration. Travailler dans ce genre de galerie présente un grand risque. Par exemple, ces tiges d'acier dénudées sont des verges d'encre utilisées pour assurer la stabilité de ces roches. C'est comme une armature métallique géante qui maintient fermement en place les parois de la cavité. Comment un tel projet de classe mondiale a-t-il été réalisé? Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission magistrale, la première classe ouverte télévisée pour les jeunes de Chine. Je suis votre hôte, Sabening. Bienvenue à tous. J'ai grandi au bord du Yangtze. Le cours supérieur de ce dernier s'appelle le fleuve Tinsha. C'est l'un des rares cours d'eau de Chine, et même du monde, à être aussi riche en ressources hydrauliques. Le terrain est très escarpé. Le fleuve très étroit et le dénivelé naturel peut même atteindre 5000 mètres. C'est sur un terrain aussi escarpé que la sagesse des Chinois a une fois de plus fait un miracle. La centrale hydroélectrique de Baihetan a été érigée sur le fleuve Tinsha. Le 28 juin 2021, les premières turbines de la centrale hydroélectrique de Baihetan sont entrées en service, attirant l'attention du monde entier. Comment un tel projet de classe mondiale a-t-il vu le jour? Combien de gens ont contribué à ce succès en travaillant dur? Notre invité d'aujourd'hui le représente. Il va nous faire partager l'expérience acquise dans ce chantier hors norme. Des applaudissements pour accueillir Wang Zhelin, directeur d'ingénierie et de construction de Baihetan de la China Three Gorges Corporation. Monsieur Wang, bonjour. Bonjour, Sabening. Bienvenue. Merci à tous. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, on vous voit sans casque, ce qui est rare. Parce que sur les photos, vous portez toujours un casque, une tenue de travail et tenez un talkie-walkie. Il faut avoir un casque de sécurité sur le chantier, c'est une obligation. Je porte une tenue de travail tout au long de l'année. Alors pour l'émission d'aujourd'hui, je me suis changé. Le projet a déjà plus de 10 ans. Oui, Quand a-t-il commencé? en octobre 2010. Mais on avait déjà les barrages des Trois Gorges et de Wudongde. Pourquoi en fallait-il un à Baihetan? Wudongde et Baihetan sont deux des 4 centrales électriques du cours inférieur du fleuve Tinsha. Elles sont comme deux sœurs, essentiellement parce qu'elles ont été construites en même temps. Par rapport au projet de Wudongde, celui de Baihetan est de plus grande envergure.
Par exemple, le volume de béton utilisé pour son barrage est presque le triple de celui de Wudongde. Ce dernier a été mis en service en 2020. Quant à nous, la production d'électricité a commencé en 2021. À l'heure actuelle, les premières turbines sont en service. Quand toutes le seront enfin, à quoi ressemblera la production d'électricité? Notre plan est le suivant. Après sa mise en service totale, la production quotidienne d'électricité pourra répondre aux besoins courants annuels de 500 000 personnes. D'ici juillet 2022, l'électricité produite par toutes les turbines en une journée pourra répondre à la consommation électrique annuelle de 500 000 personnes. Avec cette comparaison, on comprend immédiatement l'importance de Bayreuthan. Au sein du projet, vous avez un autre nom, celui d'intendant en chef de la centrale hydroélectrique de Bayreuthan. Étant donné que vous êtes chef de projet, votre travail est minutieux. Devez-vous vous soucier de tous les détails? Le rôle d'intendant n'est pas celui d'un dirigeant, mais d'un serviteur. Bayreuthan compte une centaine de services. On a été jusqu'à 24 000 personnes, et on est comme une famille. On a tous un objectif commun, construire le projet de Bayreuthan. Mais je sais la difficulté que cela représente. Les conditions géographiques particulières du site présentent de grands défis à la construction. On peut dire qu'il s'agit de difficultés de classe mondiale. Comme la centrale électrique a été construite dans les montagnes, les conditions géologiques sont complexes et le tracé de la route difficile. L'envergure du projet a fortement augmenté la difficulté de la construction. Voilà pourquoi on dit que Bayreuthan n'est pas seulement un projet de classe nationale, mais de classe mondiale. Il y a beaucoup d'histoires en coulisses. Je vous laisse la parole pour que vous nous racontiez tout cela en détail. Nous vous écoutons. Comme vous venez de le voir, la centrale hydroélectrique de Bayreuthan est impressionnante. Vous devez vous demander à quoi ressemblait le site si on remontait le temps. Voici une photographie montrant la configuration topographique originale des lieux. Bayreuthan se trouve sur le cours inférieur du fleuve Jinsha. Le cours principal de ce dernier est long de 3496 km, avec un dénivelé d'environ 5100 mètres. C'est la portion de cours d'eau ayant les ressources hydrauliques les plus abondantes au monde. Bayreuthan se situe dans une vallée aride et chaude, fréquemment balayée par les vents. Chaque année, on recense environ 240 jours de vent d'une vitesse d'au moins 50 km/h. Parfois, même des vents d'une vitesse allant jusqu'à 133 km/h, capables de renverser une voiture. Dans un tel endroit, pour construire un tel barrage, il nous a fallu braver le vent presque quotidiennement. Pendant le chantier à Bayreuthan, nous avons dû creuser des cavités dans les montagnes. En ce qui concerne le site du barrage, le socle rocheux est constitué de basalte. Il est naturellement très dense, mais a la particularité de se décompacter après excavation. C'est comme une poignée de baguettes qu'on serre fermement avant de desserrer. C'est la première fois qu'un barrage a été érigé sur ce genre de massif rocheux. Avant d'excaver, il nous a fallu maîtriser les caractéristiques de ce basalte articulé en colonne grâce à diverses études expérimentales et établir des mesures pour prévenir les perturbations. Ainsi, on est sûr que même après l'excavation, la roche ne se décompacte pas. Vous voyez ici la photo d'un barrage voûte construit après excavation. C'est comme un croissant de lune qui prend appui sur les parois rocheuses des deux côtés. Le barrage de Bayreuthan est un barrage voûte à double courbure. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il est arqué à la fois sur les plans horizontal et vertical. L'arc au centre du sommet du barrage mesure 709 mètres de long, ce qui permet de reporter les efforts dus à la poussée de l'eau sur chaque côté des rives. La hauteur maximale de l'ouvrage est de 289 mètres. Comment fait-on ce calcul? En mesurant la distance entre le point le plus bas et celui le plus haut. Cela équivaut à un immeuble d'une centaine d'étages. Le volume du barrage en béton est énorme. Il est à peu près égal à 3 pyramides de Khéops.
Tout le monde sait que depuis l'utilisation du ciment et du béton dans la construction des barrages, il y a comme une malédiction qui veut qu'aucun barrage n'est épargné par les fissures. J'étais impliqué dans la gestion de la construction du barrage des Trois Gorges. Sur le chantier, nous étions également confrontés au problème de la fissuration du béton. Cela inquiétait beaucoup nos collègues sur place, parce que c'est quelque chose que personne ne souhaite. Mais à cette époque, on utilisait du ciment Portland à chaleur modérée. Le contrôle de la température du béton présentait beaucoup de difficultés. Donc tout le monde se demandait s'il pouvait y avoir un meilleur type de ciment à faible pouvoir calorifique. À la fin de cette année-là, à partir de la première phase du projet des Trois Gorges, nous avons commencé à développer du ciment hypocalorique. Dans la troisième phase du projet des Trois Gorges, c'est-à-dire après 2006, nous avons mené des essais à certains endroits. Cela a fait l'objet d'une controverse. Pourquoi ? Parce que tout le monde était habitué à utiliser du ciment Portland à chaleur modérée. On le faisait depuis des décennies. Soudain, on passait au ciment hypocalorique. Tout le monde était dans l'incertitude. Une autre raison était que le ciment hypocalorique venait d'être développé. Quelle serait la durabilité de son béton ? Personne n'en était sûr. Mais concernant Bhai-Rhotan, nous étions confrontés à de plus grandes difficultés en matière de contrôle de la température et de prévention des fissures. Pourquoi ? Parce que c'était un projet de très grande envergure, avec un barrage voûte particulièrement en hauteur. Sa fonction de contrôle des crues est plus importante que dans d'autres projets. Si des fissures dans le béton apparaissaient pendant la construction, cela pouvait affecter plus ou moins la durabilité et la sécurité globale du barrage. Par conséquent, au début de la construction, nous avons proposé que la marge de sécurité soit supérieure à celle de projets nationaux similaires. Ces derniers présentent un coefficient de résistance à la fissuration de 1,8. On l'a élevé à 2. Ainsi, si on avait continué à utiliser du ciment à chaleur modérée pour couler le béton du barrage, ce coefficient de 2 aurait été absolument inatteignable. Nous avons donc affiné certains paramètres du ciment hypocalorique pour l'adapter à notre projet en vue de sa construction. Comment éviter la fissuration thermique sur un barrage voûte à haute altitude comme celui de Bhai-Rhotan ? Ce que vous voyez ici est un échantillon du béton. On a obtenu cette carotte par forage géologique après coulage du béton. On l'a retirée dans son intégralité. À l'heure actuelle, c'est la carotte la plus longue obtenue parmi les projets du genre dans le monde. On peut voir que le béton est très dense et que la répartition des granulats est très uniforme. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela montre que la qualité du coulage du béton est excellente. Nous avons construit un barrage sans une seule fissure thermique. Je vous emmène ensuite voir un autre projet. C'est également l'un des plus grands projets en construction dans le monde aujourd'hui. Essayez de deviner de quoi il s'agit. Un tunnel ? Tunnel, n'est-ce pas ? En effet, c'est un tunnel pour l'eau. Il s'agit du plus grand tunnel d'évacuation non pressurisé en construction au monde. Pourquoi le construire ? En raison de son emplacement. Le barrage de Bhai-Rhotan retiendra à l'avenir 91% de l'eau de l'ensemble du bassin du fleuve Jincha. Par conséquent, pendant la saison des crues, lors d'une importante montée des eaux, le déversoir avec ses 2 niveaux d'ouverture n'est pas suffisant pour l'évacuation. Nous avons donc creusé 3 tunnels d'évacuation dans la rive gauche. Ces 3 tunnels peuvent déverser 12 000 m3 d'eau par seconde, et l'eau déversée peut atteindre une vitesse de 170 km/h. Avec des débits élevés, le béton est extrêmement vulnérable aux dommages, s'il présente le moindre petit défaut. Pour la construction de ces tunnels, nous avons tenu à ce qu'ils soient lisses et plats. Regardez, voici le résultat lorsque le béton du sol est coulé. Il y a une mince pellicule d'eau qui crée un effet miroir. Les ouvriers font le vibrage du béton. Le reflet est très net. On plaisantait en disant que si nos collègues femmes n'avaient pas eu le temps de se maquiller le matin,
Elle pouvait utiliser cette surface comme un miroir pour le faire. Comment transformer l'énergie de l'eau stockée dans le réservoir en énergie mécanique et en énergie électrique? Actuellement, Baihetan possède un groupe turbo-alternateur dont la capacité nominale de production de chaque turbine est la plus puissante au monde. Le poids total de notre groupe turbo-alternateur est de près de 8000 tonnes et la partie tournante pèse 3000 tonnes. La hauteur totale de chaque turbine hydraulique est d'environ 20 mètres. L'eau qui provient du réservoir passe par la volute et puis est uniformément distribuée à la turbine, entraînant la rotation de celle-ci. Il y a un axe de rotation au centre. Cet arbre entraîne le générateur au-dessus, qui produit de l'électricité. Vous êtes certainement très curieux de savoir à quoi ressemblent nos turbines en réalité. Mettons-nous maintenant en liaison avec Chun Niping, qui se trouve sur le site. Bonjour, pourriez-vous nous faire une présentation ? Bonjour monsieur le directeur, bonjour à tous. Je suis Chun Niping et je travaille au sein du groupe China Gojoba. Je me trouve actuellement dans la partie souterraine de la rive droite de la centrale hydroélectrique de Baihetan. Derrière moi se trouve le groupe turbo-alternateur que monsieur Wang vous a présenté. Comme il vient de le dire, la centrale hydroélectrique de Baihetan possède aujourd'hui le groupe turbo-alternateur dont chaque turbine est dotée de la puissance nominale la plus importante au monde. Il a en effet une capacité totale de 16 gigawatts. Chaque turbine peut générer 1 gigawatt en 1 heure. Ce qui peut répondre à la demande d'électricité domestique d'une famille de 3 personnes pendant 400 ans. Nous avons un total de 8 turbines de ce type sur la rive droite. Je mesure 1,65 m et le capot derrière moi fait environ 3 mètres. Le générateur est comme une énorme toupie constituée de nombreux composants. Vous devez vous demander comment cela fonctionne pour produire de l'électricité. Je vais vous le montrer. Le générateur a un élément très important appelé rotor. On n'en voit ici qu'une petite partie. Le rotor est un géant d'une hauteur de 4,1 mètres, d'un tour de taille de 16 mètres et d'un poids de plus de 2000 tonnes. Comme je viens de le dire, on dirait une énorme toupie. Comme vous le savez, une petite toupie est sujette aux vibrations et déviations lorsqu'elle tourne. Mais notre générateur, malgré sa taille, fonctionne en toute stabilité. Je vais vous montrer à quel point à l'aide d'une pièce de monnaie. Ma main tremble un peu. Pas de panique. Comme vous pouvez le voir, posée sur l'unité, cette pièce reste debout sur sa tranche. C'est incroyable, n'est-ce pas? Je suis sûre que vous vous demandez comment est-ce possible. Monsieur Wang va vous le révéler. Merci. Merci, Chun Niping. Ma jeune collègue était un peu nerveuse. Ses mains tremblaient légèrement. La vitesse de rotation normale du générateur est de 111 tours par minute. Mais lors de sa mise en service, nous devions faire un test de survitesse pour évaluer ses capacités. On l'a fait tourner à 161 tours par minute, à savoir 150% de la vitesse normale. On a cherché à savoir si les pièces de monnaie restaient debout. J'ai personnellement fait le test sur place. J'ai placé 3 pièces. À 150 tours par minute, il y en avait encore une debout. Quand le générateur est en fonctionnement, son amplitude de vibration n'est que de 0,03 mm seulement, soit beaucoup plus petit que le diamètre d'un cheveu. La stabilité de notre générateur est très bonne. Diplôme en poche, je suis allé aux Trois Gorges et j'ai eu la chance d'assister au développement du projet. Dans la centrale, les unités étaient toutes importées à l'époque. Nous avons envoyé de nombreux techniciens à l'étranger pour participer à ce travail. De nombreux logiciels et paramètres de test leur étaient tenus secrets. C'était particulièrement le cas avec les turbines hydrauliques, dont le coureur est le composant central. Celui-ci implique des technologies clés, comme, par exemple, la conception hydraulique de la roue. Le processus de négociation a été très difficile.
Dans cette situation, on a jugé qu'on ne pouvait plus être ainsi pris à la gorge par d'autres. Alors comment faire? Nous devions réaliser des percées dans la conception et la fabrication de turbines hydrauliques. Dès lors, on s'est mis à travailler avec des fabricants chinois pour mener à bien la recherche et le développement dans ce domaine. Lors de l'appel d'offres pour la troisième phase du projet concernant la rive droite des Trois Gorges, les fabricants chinois pouvaient être en compétition avec les fabricants étrangers. À l'époque de la construction de la rive droite des Trois Gorges, la moitié des unités étaient chinoises et l'autre importée. Lors de celle de la centrale hydroélectrique de Baihetan, lorsqu'on envisageait de développer cette turbine avec une capacité de production d'1 gigawatt, de nombreux experts chinois estimaient qu'il ne fallait pas brûler les étapes et qu'on devait d'abord essayer avec 2 importés. On a malgré tout décidé d'en développer une d'1 gigawatt. Elle est composée de plusieurs matériaux clés et des plaques d'acier à haute résistance sont nécessaires pour l'anneau et les conduites sous pression de la turbine. De quoi s'agit-il? De la tôle d'acier de catégorie 800 kg, soit celle utilisée sur les porte-avions. À l'époque, notre pays n'y avait pas accès. Afin de résoudre ce problème, nous avons développé ce matériau conjointement avec plusieurs aciéries chinoises bien connues. Sa production nationale a progressivement vu le jour. C'est une très grande percée. Actuellement, nos turbines d'1 gigawatt peuvent générer en tout environ 380 MWh par jour. Si l'on considère le parcours de développement de l'hydroélectricité chinoise, des turbines de puissance unitaire de 700 MW aux Trois Gorges, de 800 MW à Shiluodu et Xiangjiaba, jusqu'à celle d'1 gigawatt à Baihetan, le processus de recherche et développement a été relativement difficile. Mais nous avons réussi à briser certains verrous technologiques de l'étranger. Le succès de la construction de la centrale hydroélectrique de Baihetan a porté à un tout autre niveau la conception hydroélectrique, ainsi que les capacités en termes de génie civil et de fabrication d'équipements clés de la Chine. Partis de zéro, nous avons maîtrisé ces équipements et technologies clés qui nous sont propres. On peut dire que nous sommes des pionniers dans le monde. Merci à tous. Merci. Applaudissez encore Monsieur Wang qui vient de nous faire un magnifique discours. Merci à tous, veuillez vous asseoir. En vous écoutant, on sent bien que vous êtes issus de la filière sciences et technologies. Pour vous, faire ce discours aujourd'hui n'a pas été moins difficile que des problèmes d'ingénierie. C'était même plus difficile. Vous nous avez parlé de beaucoup de choses, mais je me rends compte que vous ne nous avez pas tout raconté. Par exemple, il y a une rumeur sur le chantier selon laquelle vous avez une compétence unique. Il vous suffit de marcher sur du béton pour juger si celui-ci a été bien compacté. Vous pouvez déterminer plusieurs caractéristiques du béton ainsi. Cette rumeur est-elle vraie? Oui, en gros, c'est ça. Vos pieds font donc le même travail que de nombreux instruments de mesure. Comment avez-vous développé cette compétence? C'est grâce aux nombreuses années que j'ai passées à travailler sur les chantiers. Maintenant, je connais bien le béton, comme si c'était mon propre enfant. Je le connais par cœur. Son caractère, son tempérament? Tout à fait. Donc il me suffit de marcher à la surface du béton pour me faire une idée de sa qualité. On dit autre chose. Comme vous êtes le chef du projet, et que l'une des choses les plus importantes est la sécurité, vous encouragez donc tout le monde à signaler des risques potentiels sur un groupe WeChat. Vous remettez une enveloppe rouge à toute personne faisant un signalement utile, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Généralement, un signalement valide est récompensé d'1 yuan.
Mais s'il s'agit vraiment d'un risque majeur pour la sécurité, le montant est plus élevé. Oui, 5 yuan. Au début, vous deviez publier sur le groupe les risques potentiels de sécurité concernant les parties que vous gériez. Cela fait, de nombreuses personnes se mettaient à vous surveiller. De crainte de perdre la face, les gens hésitaient donc à publier en ligne. Nous avons alors révisé notre méthode d'évaluation. Plus vous faites de signalements, plus je vous attribue de points supplémentaires. Je ne retire pas de points, ni ne punis. Par ailleurs, faire des signalements, cela augmente les frais de téléphone mobile. Plus vous en envoyez, plus vous devez payer. Afin de résoudre le problème, nous avons donc donné à chacun une petite enveloppe rouge afin d'encourager tout le monde à participer. Ce n'est pas facile d'être chef de projet, il faut payer de sa poche. Plus tard, ces frais que vous avez payés vous-même vous ont été remboursés, n'est-ce pas? Non. Pas de remboursement? Comment pourrait-il y en avoir? Pendant votre discours, les membres du public ici présents ont écrit de nombreuses questions. Voici la première, je me doutais bien qu'on la poserait. J'ai l'impression que la moyenne d'âge du personnel travaillant sur le barrage est basse. La jeune fille que l'on a vue tout à l'heure est ravissante et sympathique. Vous vous croyez dans une agence matrimoniale? Quelle est la moyenne d'âge du personnel travaillant actuellement sur le chantier? Elle est d'environ 35 ans. C'est une équipe très jeune. Ceux nés après 1995-2000 sont voués à constituer bientôt le gros de nos troupes. Bien, c'est maintenant le moment d'échanger avec nos 4 représentants de la jeunesse. Bonjour à vous deux, je suis étudiant au département d'ingénierie hydroélectrique de l'université Tsinghua. Je sais que vous avez également étudié le génie hydraulique. Beaucoup de gens pensent que les garçons qui étudient cette spécialité ne sont pas romantiques. Je voudrais vous demander ce que vous en pensez. Le romantisme, c'est quelque chose qu'on ressent en son fort intérieur. Les gens de lettres ont le romantisme littéraire. Les scientifiques ont le leur. Nous pouvons en faire l'expérience au travail. Par exemple, lorsqu'on est impliqué dans le projet de Baihetan, on voit le barrage grandir de jour en jour et on le considère comme son propre enfant. Le voir achevé, c'est comme le voir devenir adulte. La production d'électricité équivaut à un travail et à sa contribution à la société. Il suffit d'être optimiste dans sa vie et son travail pour ressentir du romantisme partout. En fait, pour nous qui sommes de la nouvelle génération dans le secteur, ne pas comprendre le romantisme n'est pas notre principale préoccupation. Ce dont on se soucie le plus, c'est que les projets hydrauliques en Chine, grands ou petits, sont presque tous terminés. Quand on entamera notre carrière, notre travail sera plutôt de la gestion et de la maintenance de projets. Il semble qu'il n'y aura pas beaucoup de place pour la nouveauté. Permettez-moi de rectifier vos propos. Vous semblez penser que la construction dans le secteur hydroélectrique chinois est dans sa dernière phase. En fait, elle n'est à présent achevée qu'à hauteur de 50%. D'ici 2030, on sera à 65%. En 2060, je suppose que vous serez à la retraite. Ce sera seulement 75%. Cette rectification faite, vous avez donc encore beaucoup de travail à faire. Par ailleurs, si vous voulez participer à la construction d'un projet encore plus grand qu'à Baihetan, sachez que le 14e plan quinquennal prévoit celui de Yarlung Tsangpo. Ce fleuve au Tibet vous attend pour être exploité. Vous avez encore beaucoup de travail à faire. D'accord, merci Monsieur Wang. Concernant les unités génératrices, vous avez dit qu'avant on apprenait la technologie des autres et que maintenant on peut innover de manière complètement indépendante. Je voudrais vous demander si à l'avenir on construira dans le monde davantage d'infrastructures de conception chinoise. Y aura-t-il davantage de projets chinois sur la carte du monde? Le secteur hydroélectrique chinois doit à présent occuper la place de leader dans le monde. Nous nous ouvrons au monde extérieur. Cela ne signifie pas que les étrangers viennent ici pour construire des centrales hydroélectriques, mais que nos entreprises nationales vont à l'étranger en construire. Il n'y a pas de projet que les constructeurs chinois ne peuvent pas faire.
Tout à l'heure, un spectateur a écrit qu'il apprenait le cambodgien. Quand il est allé au Cambodge, il a vu là-bas des Chinois construire un projet hydroélectrique. La technologie chinoise s'exporte. Suivant. Bonjour à vous deux. Je m'appelle Ning Xianhai. Je viens de la préfecture autonome Yi de Liangshan, dans la province du Sichuan, où se trouve Bairotan. Après avoir écouté votre discours, j'ai une question à vous poser. Avez-vous bu de l'alcool quand le barrage a été achevé? Quelle question! Le jour de l'achèvement des travaux. La dernière coulée de béton a eu lieu le 31 mai 2021. Pour nous tous, constructeurs, en particulier ceux travaillant sur le barrage, c'était notre plus grand moment de bonheur. Après 1511 jours et nuits, nous avons enfin achevé la construction de ce magnifique barrage. Bien sûr, tout le monde était très heureux. Boire un coup était inévitable. Boire un coup était inévitable. La raison pour laquelle je pose cette question, c'est que la plus grande particularité des gens de Liangshan, c'est l'hospitalité. Lors d'un heureux événement, on boit de l'alcool. Beaucoup de gens comparent les Sichuanais à des torrents qui jaillissent des montagnes. Ils disent qu'on est incroyablement rebelle. Qu'en pensez-vous? Il y a près de 3000 Sichuanais sur notre chantier. Les habitants du Sichuan sont hardis, courageux et assidus. De plus, leur esprit de dévouement est également très fort. Prenons l'exemple de la construction hydroélectrique. Concentrée dans le sud-ouest, elle a besoin du soutien des travailleurs migrants. Par conséquent, ce projet n'a pas seulement été réalisé par des ingénieurs. Le dévouement d'un grand nombre de travailleurs migrants du Sichuan et du Yunnan a été indispensable. C'est un projet que nous avons construit ensemble. Nous sommes vraiment reconnaissants envers ces gens qui ont fait des sacrifices pour ce projet. Après tout, c'est difficile de quitter sa région natale. Le soutien et le dévouement de ces travailleurs migrants a permis le succès du projet. Nous voulons leur dire merci. Oui. En fait, je pense que nous ne sommes pas seulement rebelles, mais nous avons aussi une forte personnalité. Nous n'avons pas peur des difficultés et avons le courage de nous remettre en question. En fait, mon travail, tout comme le vôtre, est lié au projet de construction. Je suis soudeur. J'ai représenté la Chine dans une compétition internationale. Un champion! L'événement était seulement dédié au soudage ou il y avait d'autres catégories? Il y en avait de toutes sortes, je n'étais que le soudeur de l'équipe. Comment ça se passe? J'en ai vu souder ensemble deux fils très fins pour voir quelle masse ils pouvaient soulever. C'est comme ça, n'est-ce pas? Non, ça c'est pour s'amuser. On fait les choses dans les règles de l'art. Lors de la compétition, on vous remet un plan. En le suivant, vous faites l'assemblage, pièce par pièce, jusqu'à ce que les soudures soient terminées. Ce petit récipient ne paie pas de mine, mais il pèse environ 35 kg. Après le soudage, on le remplit d'eau qu'on soumet à une pression de 70 kg pour vérifier s'il y a des fuites. J'ai obtenu une note finale de 94,63. Beaucoup de jeunes cols bleus veulent devenir des cols blancs. Qu'en pensez-vous? On a un grand besoin de soudeurs sur notre chantier. Sur place, un grand nombre de travaux de soudure sont à réaliser. Les exigences en la matière sont particulièrement élevées pour nos turbines. Il y a notamment le rotor, pesant 2100 tonnes, qui fait partie des composants clés. Par ailleurs, la volute est constituée de plaques d'acier à haute résistance de 80 kg. On ne soude pas ce matériau comme on soude des plaques d'acier ordinaires. Ce savoir-faire est encore plus demandé. On y a recours sur de plus en plus de chantiers de construction dans le pays. En fait, je pense que votre spécialité a un avenir prometteur. Monsieur Wang a dit cette phrase célèbre. Les professionnels de l'hydroélectricité doivent aller en première ligne. Donc je pense que ça dépend de vos choix de vie. Si vous avez de vraies compétences, comme ce jeune homme, si vous avez développé un vrai savoir-faire, vous serez comme un poisson dans l'eau, n'importe où.
Suivante. Bonjour à vous deux. Je suis une étudiante en 3e cycle de l'école d'architecture de l'université de Tianjin. Je m'appelle Wang Qi. Vous avez sûrement remarqué que je ne suis pas venue seule, mais avec le fruit d'un travail d'équipe au sein de mon établissement. Tout le monde connaît les véhicules à énergie nouvelle. Ici, il s'agit d'une petite maison qu'on peut considérer comme un bâtiment à énergie nouvelle. Tout d'abord, concernant sa toiture, nous nous sommes inspirés des caractéristiques de l'architecture traditionnelle chinoise. Nous avons conçu un toit asymétrique en forme de V, sur lequel on a posé un grand nombre de panneaux photovoltaïques. L'énergie solaire est convertie en électricité et en chaleur. De plus, nous avons conçu 5 ouvertures du côté nord. Pour celle-ci, nous utilisons des modules photovoltaïques à couche mince qui font passer la lumière ainsi que des rotors pour produire de l'électricité à partir de l'énergie éolienne. Selon une estimation prudente, une telle maison de 150 mètres carrés peut produire plus de 40 000 kWh d'électricité par an, soit 4 à 5 fois sa propre consommation. Que faire du surplus? Il peut être stocké ou redirigé vers le réseau national. Oh, votre idée est très bonne. Je vous fais une suggestion. Notre chantier est ensoleillé et cette maison y serait d'une grande utilité. De plus, nous avons établi un réseau électrique sur le chantier de construction et l'électricité inutilisée est redirigée vers le réseau national. Si vous souhaitez apporter votre contribution à Daliangshan, vous pouvez vous y rendre. C'est une bonne idée. Cette petite maison représente aussi notre vision optimiste de notre futur mode de vie. Quand on pense aux grands projets énergétiques de Chine, qu'il s'agisse du projet de dérivation des eaux du sud vers le nord ou de la construction de la centrale hydroélectrique de Baireutan, on se rend compte qu'ils sont tous issus d'idées très audacieuses. Selon vous, en plus de se voir attribuer tous les superlatifs comme les plus élevés, les plus longs, etc., les futurs projets de développement de la Chine présenteront aussi quelle vision de l'avenir? En ce qui concerne Baireutan, notre prochaine étape consiste à rendre l'ensemble du projet plus intelligent. L'objectif actuel est de réaliser certains travaux intelligents sur le barrage. Par exemple, lors du coulage du béton, nous avons posé environ 10 000 capteurs dans le barrage. Ils peuvent collecter en temps réel des données sur les contraintes et les déformations auxquelles le béton est soumis. Cela équivaut à faire un examen physique en temps réel de l'ouvrage. Mais pour réaliser l'intelligentisation totale, il nous reste encore beaucoup à faire. Même si nos technologies en matière de 5G, d'informatique dématérialisée et de mégadonnées ont été développées rapidement, il y a encore certaines lacunes quant à leur application sur ce projet à grande échelle. Je pense que l'intelligentisation de l'ensemble du projet sera peut-être la prochaine direction de développement. Merci à vous deux. La dernière. Bonjour. Je suis Zhang Yuxuan, étudiante du département de mathématiques de l'université Tsinghua. Je pense que la centrale hydroélectrique de Baireutan atteint la perfection dans ses détails. Par exemple, je me souviens que les tunnels d'évacuation ont une voûte solide et sont réalisés avec précision. La volute des turbines a la forme d'une coquille d'escargot, c'est-à-dire conforme au nombre d'or. J'ai entendu un célèbre mathématicien dire que l'étude des mathématiques était le processus d'unification de la vérité et de la beauté. Les mathématiques sont également étroitement liées à l'ingénierie. Je voudrais vous demander comment est-ce que vous voyez de la beauté dans l'ingénierie? Cette beauté, on la voit par exemple dans le barrage voûte à double courbure. L'épaisseur de l'ensemble de l'ouvrage, la structure de chaque niveau et les ouvertures ont tous été conçus selon des calculs mathématiques. Ils permettront d'optimiser divers paramètres de performance après la mise en service du barrage. Tout cela reflète la beauté des mathématiques dans le processus de conception et de construction. Sur le site, nous voulons non seulement faire de ce chantier un beau projet, mais aussi faire de Baireutan un bel endroit. Le 6 avril 2021, avant que le réservoir ne soit rempli, nous avons transplanté les vieux arbres dans la zone du réservoir. Si vous regardez cet arbre, vous le trouverez plutôt étrange. Pourquoi lui faire porter cette sorte de chapeau? C'est à cause de l'environnement. Dans la vallée, le temps est chaud et sec. Il fallait donc donner un peu d'ombre à cet arbre afin qu'il ne se dessèche pas et qu'il puisse faire de nouvelles pousses. De plus, la zone du réservoir est un habitat pour le guépier à queue d'azur.
Il s'agit en fait d'un très bel oiseau. Nous protégeons cette espèce et son habitat. Je n'ai vu Bayreuthan que sur des vidéos et des photos. Mais pour moi, ce qu'il y a de plus beau dans ce projet, c'est le dévouement des gens qui, jour après jour, du début du chantier à la mise en service des turbines, consacrent tous leurs efforts pour sa réussite. Ces gens sont les plus beaux. Tout à l'heure, vous, les jeunes, avez posé de nombreuses questions. Je vous dirai simplement ceci. Dans tous les grands projets chinois, hydrauliques ou autres, vos aînés vous attendent. Merci d'avoir regardé cette émission. Au revoir et à la prochaine.